Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. 240 nouveaux cas de contamination, 146 guérisons et 7 décès. C'est le dernier bilan de la pandémie en Algérie. Nous verrons comment la société civile et les pouvoirs publics sensibilisent au port du masque. Avec le confinement, le nombre des accidents domestiques a sensiblement augmenté. À la clinique des Grands Brûlés d'Alger, le nombre d'enfants hospitalisés est inquiétant. Un reportage à suivre. À quoi va ressembler la promenade d'Alger dans quelques mois? Une jetée de 300 mètres, piscine artificielle, restaurant en bord de mer. Un projet ambitieux qui fait rêver les Algérois et les visiteurs de la capitale. Enfin, se préparer aux Jeux Olympiques en pleine période de confinement n'est pas chose facile. Nous irons à Boumerdès voir comment Mohamed Flissi, vice-champion du monde en boxe, se prépare avec les moyens du bord. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ce communiqué du Premier ministère. À l'occasion du dernier remaniement ministériel du 23 juin 2020, le député à l'Assemblée populaire nationale, Samir Chaabna, a été nommé ministre délégué chargé de la communauté algérienne à l'étranger. Lors des consultations pour la constitution du gouvernement, Samir Chaabna a accepté le portefeuille de ministre délégué chargé de la communauté nationale à l'étranger, sans pour autant déclarer sa double nationalité. Il a été demandé à Samir Chaabna de se conformer aux dispositions prévues par la loi numéro 1701 du 10 janvier 2017 fixant la liste des hautes responsabilités de l'État et des fonctions politiques dont l'accès requiert la nationalité algérienne exclusive et de renoncer à sa nationalité étrangère. Devant son refus et sur décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, sa nomination en tant que ministre délégué chargé de la communauté nationale à l'étranger a été annulée et par conséquent, Samir Chaabna ne fait plus partie du gouvernement. Voilà pour ce communiqué du Premier ministère. On entame ce journal donc aussi par le point sur la situation sanitaire en Algérie. 240 contaminations enregistrées ces dernières 24 heures. C'est la première fois que l'Algérie franchit la barre symbolique des 200 contaminations par jour. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie en Algérie a tenu hier son point de presse. On découvre les détails avec son porte-parole, le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, le vendredi 26 juin, nous allons vous présenter, comme tous les jours, un point de situation de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour, sur la base des cas notifiés, c'est-à-dire déclarés, également des résultats des différents laboratoires régionaux qui font le diagnostic virologique du virus. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 240 nouveaux cas, soit 43 cas de plus par rapport à hier. 146 patients guéris, 48 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 240 nouveaux cas, le total cumulé depuis le début de l'épidémie à ce jour est de 12 685, soit une incidence de 29 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons qu'il y a 32 wilayas qui sont en dessous de la moyenne nationale et seulement 16 wilayas qui sont au-dessus de la moyenne nationale, sachant que 10 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. 25 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 13 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès, ce qui porte le total cumulé des décès à 885. 74% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus et parmi les 7 décédés, 6 ont une comorbidité, c'est-à-dire un diabète ou une hypertension artérielle ou les deux associés. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, donc leur chiffre à ce jour est de 9066 et parmi eux, 146 patients guéris ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 48 patients hospitalisés en soins intensifs. Comme toujours, nous terminons toujours par des messages de sensibilisation en disant que la situation épidémiologique actuelle nécessite de la part de tous les citoyens de rester vigilants, de respecter les mesures d'hygiène et de prévention générale et surtout également les règles du confinement et porter obligatoirement un masque de protection. Donc ce sont là les principales mesures barrières qui peuvent nous permettre de réduire la transmission du virus et d'endiguer l'épidémie au niveau national. Merci de votre attention.
Et justement, le port du masque est obligatoire, un moyen efficace pour se protéger et protéger les autres. Ces masques s'arrachent partout à Relizane. 20 000 ont été distribués par le mouvement associatif et les pouvoirs publics. Walid Yousfi. Une opération de distribution de masques de protection et de sensibilisation a été entreprise par les autorités locales et la société civile de Relizane. Une action de solidarité reflétant les efforts de tous pour faire face à la pandémie du coronavirus. On espère que cette opération permettra à chacun d'acquérir le réflexe de porter un masque pour se protéger de toute contamination. Toutes ces actions sont bénéfiques. Nous espérons que cette épidémie disparaisse le plus tôt possible. On espère que l'ensemble du peuple algérien ait compris que le masque de protection est obligatoire. C'est indispensable pour la protection de tous. Cette initiative vise à lutter contre la propagation du coronavirus et dans une situation pareille, la sensibilisation est plus que nécessaire. Nous avons distribué 20 000 masques de protection, une action qui s'ajoute aux précédentes et que nous avons menée dans ce sens. Plus de 200 000 masques de protection ont été distribués depuis le début de l'opération nationale de sensibilisation. Nous avons aussi fait des opérations de sensibilisation au niveau des routes principales de la wilaya de Relizane, où nous avons demandé aux citoyens de respecter les mesures de prévention ainsi que la distanciation sociale. Une autre opération de sensibilisation et de distribution de masques de protection est prévue au niveau des zones reculées de la région. Et pendant toute cette période de confinement, les secteurs de l'État ont continué à fonctionner. Qu'en est-il du secteur privé? On vous dit ce matin comment la production de l'agroalimentaire à Blida a fait tourner ses usines, parfois 24 heures sur 24, pour continuer à approvisionner les grandes surfaces. De nouveaux employés ont même été recrutés en urgence. Reportage de Menel Lajala, commentaire signé Nassima Imdoul. Blida se taille la part du lion de la production industrielle nationale hors hydrocarbures. La région est considérée comme un pôle d'excellence dans le domaine de l'agroalimentaire, moteur du développement de l'économie du pays. Plusieurs entreprises implantées dans la région, actives dans cette filière et pèsent plus de 60% de la production nationale. Grâce à l'accompagnement des pouvoirs publics qui nous ont aidés avec l'approvisionnement de la double quantité en blé tendre et en blé dur, habitués à recevoir, nous avons atteint une production abondante en semoule, en farine et en pâte alimentaire en général. Et nous avons atteint l'autosuffisance à l'échelle locale et nationale. En dépit de la crise sanitaire du coronavirus qui a frappé la wilaya, l'établissement a continué son activité grâce à un plan de travail bien ficelé en vue de garantir l'approvisionnement du marché local en différentes denrées alimentaires nécessaires. Après la mise en congé de certains travailleurs pendant cette crise sanitaire due au coronavirus et l'assurance de leur confinement, nous étions obligés d'en recruter d'autres pour garantir la continuité du travail. Ce groupe montre la voie aux autres opérateurs économiques pour aller de l'avant dans leurs activités respectives et assurer l'approvisionnement du marché local en produits alimentaires tout en gardant leur vigilance à ses plus hauts niveaux. Et la filière du maïs gagne du terrain à Adrar. L'activité attire, vous allez le voir, les agriculteurs. Pour mieux la développer, ils ont besoin d'approvisionnement et d'électricité aussi. Adel Boukhams. Avec 2 récoltes par année, la culture du maïs semble gagner du terrain à Stahazi, dans le périmètre de Zawiet Kounta, au sud de Adrar, en dépit des difficultés. J'ai besoin d'un crédit bancaire et je suis prêt à le rembourser, pourvu qu'il soit bien échelonné selon un calendrier. Nous voulons des solutions à nos problèmes. On ne veut plus les revivre l'année prochaine. Nous avons un problème récurrent d'électricité. Le générateur électrique nous coûte très cher. Et s'il tombe en panne, je vous laisse imaginer les pertes. Nous sommes très satisfaits de cette récolte, une opération totalement réussie grâce à la moissonneuse. On n'a enregistré aucune perte, ce n'est plus comme avant, où on perdait beaucoup de notre récolte. On n'arrivait plus à nous acquitter des dettes de la Sonalgaz, de l'Onsège et du Crédit Rfeg.
Des problèmes persistants qui risquent de venir à bout de la volonté de ces agriculteurs qui aspirent à un meilleur accompagnement. Nous avons entamé les préparatifs de la prochaine saison. Nous appelons le ministère de l'Agriculture à trouver des solutions à nos problèmes, notamment nos dettes cumulées auprès de la Badr et de la Sonelgaz. Nous sommes au courant de ces problèmes. Ils ont été soulevés lors des différentes rencontres qu'on a eues avec eux. Et ils seront présentés à la tutelle pour assurer aux agriculteurs un accompagnement depuis la saison des labours de maïs jusqu'à la saison de la moisson-battage. Des mesures à même de booster cette filière et pourquoi pas s'orienter vers l'export à moyen ou à long terme. Et à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la drogue, on vous propose de découvrir le centre de prévention et de psychothérapie naturelle de Bouchaoui. En 5 mois d'existence, le centre a déjà assuré plus de 1600 consultations, mais pandémie oblige, ces consultations sont interrompues depuis le mois de mars. Reportage Badia Aman. Implanté dans la forêt de Bouchaoui, ce centre de prévention et de naturothérapie est dédié aux personnes addictes à la drogue et même à la cigarette. Dans cet endroit calme, les jeunes sont encadrés par des psychologues et des médecins qui essayent avec des méthodes douces de les récupérer. Ces jeunes sont généralement en détresse. Le mouvement associatif célèbre aujourd'hui cette journée en ouvrant un centre pilote au niveau national. C'est un centre de prévention et de naturothérapie. Quand je dis naturothérapie, ça veut dire qu'on n'a pas de médicaments. On soigne sans médicaments. Un programme qui consiste une rencontre avec le psychologue. Le jeune, il a rendez-vous avec le médecin. On termine la séance. On fait comprendre aux jeunes que tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. C'est un centre qui ne donne pas de médicaments. C'est la phytothérapie. Le programme de ce centre est basé sur des consultations psychomédicales, la mécanothérapie, la phytothérapie et l'hydrothérapie. Tout se joue dans cette salle de miroirothérapie où le jeune est dirigé dès son arrivée au centre. Cette première étape est une prise de conscience et de réconciliation avec soi-même. Si le jeune décide de suivre une thérapie, il est orienté vers le médecin. شفنا la drogue هذه quand est-ce qu'elle augmente? Est-ce que début de semaine ou fin de semaine? Eh bien finalement c'est les week-ends, le week-end طويل, jeudi, vendredi, samedi. Alors احنا ان شاء الله مول الكورونا ان شاء الله تحبس, on va organiser le week-end préventif. On va ramener les jeunes pendant 3 jours هنا يقعدوا معنا. يقعدوا معنا pendant شغل تربص. Jeudi, vendredi, samedi. Ce centre est doté de toutes les commodités nécessaires, notamment l'hébergement des jeunes qui arrivent de loin, accompagnés de leurs parents. L'objectif de l'Organisation nationale pour la sauvegarde de la jeunesse est de multiplier cette expérience à travers le pays pour toucher un plus grand nombre de personnes en détresse. Un centre mécvis sur les 40 wilayas, en principe dans chaque wilaya. Nous sommes prêts d'aller dans n'importe quelle wilaya pour construire pareil centre. Parce qu'on a mis des gens partout. Les chiffres avancés par le président de l'Organisation nationale pour la sauvegarde de la jeunesse font état de 600 000 personnes droguées recensées à travers les hôpitaux et les centres de dépistage. Un chiffre qui, selon lui, ne reflète pas la réalité. Et vous le savez, cette période de confinement a provoqué plusieurs accidents domestiques. L'établissement hospitalier spécialisé des brûlés et de chirurgie réparatrice recense des centaines de cas de brûlures en 1er, 2e et 3e degré. Sarah Terbel a rencontré des médecins qui appellent les parents à faire preuve de vigilance. Les enfants en convalescence reviennent sur ces accidents qui ont changé leur vie. Attention, certaines images sont difficiles à regarder. Victime d'un accident domestique grave provoqué par l'explosion d'une bouteille de gaz butane, le petit Khaled, à peine 12 ans, se retrouve à la clinique des Grands Brûlés de l'avenue Pasteur, à Alger. Je jouais avec mon frère quand il a ouvert la bouteille de gaz. Il ne savait pas qu'elle était pleine. Et au moment où nous avons allumé le briquet, tout a explosé. Par la suite, j'ai été évacuée par la protection civile. Je conseille à tous les enfants de ne pas jouer avec le gaz et le feu. Chaque cas est différent, à l'exemple de Meriem et Amir, âgés de 2 ans, tous deux brûlés à l'eau bouillante. Durant le mois de Ramadan, ma fille jouait avec ses cousins. Et à ce moment-là,
Elle est partie dans la cuisine rejoindre sa tante qui cuisinait. Subitement, de l'eau bouillante s'est versée sur son corps. Nous nous sommes ensuite dirigés vers l'hôpital de Douera. Ensuite, ils nous ont envoyés à la clinique centrale d'Alger, où ma fille est restée 23 jours dans le coma. Je regrette énormément d'avoir laissé ma petite fille toute seule. Les services de cette structure ne désemplissent pas, notamment durant ces derniers mois. Le nombre de victimes d'accidents domestiques n'a pas cessé d'augmenter. Cela s'explique par le confinement et le manque de vigilance de la part des parents. On a reçu, le mois de Ramadan, plus de 500 malades. C'est-à-dire, parmi les 500 malades, il y a eu une trentaine qui ont nécessité une hospitalisation. Il y a même eu des décès. Les blessures sont physiques, mais également psychologiques, un aspect qui n'est pas négligé d'après les spécialistes. Même après la guérison, une prise en charge s'impose. Il faut voir les conséquences de la brûlure, ces conséquences physiologiques, morphologiques, la prise en charge morale dans le malade. C'est très difficile. Vous savez, il y a des malades qui restent ici 4 mois, 5 mois, à cause d'une légère imprudence. Pour éviter ces drames, un appel à plus de prudence est lancé. Être très attentif, être très vigilant, surtout aux périodes de confinement. Le manque de concentration et le manque de vigilance de la part des parents peuvent nous procurer des choses très très graves. En plus des brûlures, d'autres accidents domestiques peuvent survenir. Les chutes, les asphyxies, les blessures par objets tranchants ou même les chocs électriques. Ce qui impose aux parents de redoubler de vigilance, notamment en cette période. Et en effet, on ne le répétera jamais assez, la prudence est de mise. Dans l'actualité internationale, Khan Younis, sous les feux du bombardement de l'occupant israélien, Cuba dépêche une équipe médicale en Guinée-Bissau pour lutter contre le coronavirus. Résumé avec Raouf Hamouche. L'aviation de l'occupant israélien a frappé dans la nuit de vendredi à samedi la bande de Gaza à Khan Younis. Ces attaques interviennent dans un contexte de tension croissante à l'approche d'une échéance clé, le projet d'annexion par le colonisateur sioniste des terres de la Cisjordanie. La propagation du coronavirus aux États-Unis a fait monter d'un cran le nombre de contaminations, avec près de 46 000 cas enregistrés en 24 heures. Un niveau jamais atteint jusqu'alors. Le nombre total d'Américains à avoir été testés positifs au coronavirus est de près de 2,5 millions. En Inde, plus de 500 000 cas de coronavirus ont été enregistrés, avec un record de quelques 18 500 personnes en une journée. Le pays recense près de 16 000 décès. Selon les épidémiologistes, la pandémie n'a pas encore atteint son pic, attendu dans plusieurs semaines, avec vraisemblablement le cap du million de cas dépassé courant juillet. Dans le même temps, la pandémie a enregistré un regain en Europe. L'OMS s'inquiète de cette accélération de la contamination dans plusieurs foyers du continent. Quant à l'Afrique du Sud, elle a franchi le cap des 100 000 cas de coronavirus. À Soweto, des volontaires participent au premier essai clinique d'un vaccin contre le coronavirus sur le continent africain. Le bourdonnement des abeilles, l'odeur de la lavande, la clarté d'une nuit d'été. En Provence, les apiculteurs sont en pleine transhumance. Une course contre la menthe qui affiche la couleur d'une production d'1 millier de tonnes de miel très appréciée. Retour en Algérie. Pendant cette période de confinement, les responsables de la promenade des Sablettes à Alger s'attaquent à plusieurs chantiers. Une jetée de 300 mètres, plage artificielle, des restaurants et des piscines naturelles à Bab el-Oued. Des projets presque finis qui font rêver les habitants de la capitale et les estivants. Amel Bouharba. La façade maritime d'Alger, l'une des plus belles au monde, comme ici à la promenade des Sablettes, lieu touristique très prisé qui s'offrira un nouveau look après les récentes opérations d'aménagement. Plusieurs travaux sont en cours, notamment sur la côte ouest, pour l'ouverture d'une plage artificielle qui s'étend sur 700 mètres. Le taux d'avancement de ces travaux a dépassé les 90%. Elle devra être réceptionnée incessamment. Nous allons réceptionner la façade maritime avec tous ses aménagements cette année. Elle sera dotée de multiples structures telles que les restaurants et les espaces de divertissement
au profit des enfants. Nous allons également réceptionner les projets réalisés sur la côte ouest, tels que les parkings ainsi que la plage artificielle et la jetée qui s'étendra sur 300 mètres. Cette façade disposera également des sièges de la sûreté urbaine et de la protection civile, ainsi que de l'Office des sports et des loisirs en tant que gérant du complexe des Sablettes. De quoi offrir toutes les commodités pour la détente et la sécurité des estivants. Malgré le confinement, les travaux d'aménagement de la façade maritime d'Alger vont bon train. Plusieurs projets commencent déjà à prendre forme sur plus de 96 km. 17 points sont aménagés tout au long de la façade maritime. 6 sont d'ores et déjà finalisés, notamment à Raïs Hamidou et à Bab el-Oued, qui seront dotés de ports et de piscines naturelles. Autant de projets qui permettent à la baie d'Alger de retrouver son lustre d'antan. Une manière aussi de réconcilier les Algérois avec la mer et leur quartier marin. Et pendant cette période de confinement, vous avez certainement dû chercher désespérément un coiffeur. Vous vous demandez certainement comment ont-ils vécu cette période. On vous parle ce matin du coiffeur des stars, Djilani Maachi. Comme tous les coiffeurs, il a dû ranger ses ciseaux et baisser son rideau, le rideau de son salon parisien. La reprise se fait timidement, vous allez le voir, dans le respect des mesures barrières. La correspondance à Paris de Afef Belouchet. Un mois après le coup d'envoi du déconfinement graduel en France, les commerces parisiens semblent encore ankylosés. Et pour cause, à l'absence des touristes s'ajoute celle des franciliens, dont 1 sur 10 s'est réfugié dans les campagnes depuis le 17 mars. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment une forte reprise. Au moment, elle est plus ou moins moyenne. Djilani Maachi avait pourtant tout prévu avant l'annonce du déconfinement partiel afin de respecter les mesures de distanciation sociale et sanitaire et d'assurer la sécurité de ses clients et personnels. Au niveau sécurité, il y a déjà la séparation des fauteuils. Tout ce qui est linge, je l'ai complètement changé parce que c'est que du jetable maintenant, peignoir jetable, serviette jetable. Je fournis aussi les masques, j'ai des gels. Un investissement au coût élevé qui alourdit la baisse déjà abyssale de son chiffre d'affaires, estimé à l'instar de la majorité des commerces parisiens à 80% et 41% pour les commerces alimentaires. En perte, là j'ai perdu, sur les deux mois, j'ai perdu plus de 50 000 €. Ça va faire un sacré trou dans les câbles. Djilani Maachi peut compter sur sa notoriété. Coiffeur de stars et de personnalités depuis une trentaine d'années, élu meilleur coiffeur de France en 2020, il mise sur la vente en ligne de ses gammes de produits de beauté au succès avéré. Et pourtant... Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent le toucher du produit. Maintenant, on ne peut plus toucher pendant cette période de crise. On n'a pas le droit de laisser les gens prendre le produit en main et le reposer. Là, j'ai une vente en ligne sur mon site d'internet où les gens peuvent consulter mes produits et les commander. Bien que de nature optimiste, Djilani Maachi ne croit pas à la reprise économique du secteur dans l'immédiat. Je pense que ça va, d'ici la fin de l'année, début 2020, je pense qu'on va tout rattraper s'il n'y a pas de deuxième vague. À défaut, l'initiateur de la Full Moon Party, concept qui consiste à couper les cheveux en plein air toute la nuit à chaque pleine lune, peut compter sur son inventivité pour influer sur l'avenir. Et voici maintenant le portrait d'un athlète qui compte bien changer son avenir. S'entraîner en pleine période de confinement n'est pas chose facile quand on est athlète de haut niveau, surtout lorsqu'on prépare les Jeux Olympiques de Tokyo. Le boxeur vice-champion du monde en 2013, Mohamed Flissi, s'entraîne avec les moyens du bord à Boumerdès. Il est déterminé, vous allez le voir, à inscrire son nom en lettres d'or au prochain JO. Portrait signé, c'est Ahmed Bouraïb. Tel un guerrier, Mohamed Flissi rentre dans son arène, plein d'envie et avide d'une médaille olympique. Salle de sport et terrain fermé, crise sanitaire oblige. Le natif de Boumerdès essaie de garder la forme du mieux qu'il peut. On n'a pas où s'entraîner. Mais grâce aux sportifs de la région que je remercie et qui m'ont aidé à aménager cet espace en salle de sport en plein air, je peux poursuivre ma préparation, même avec des moyens très simples.
Mohamed Flissi, vice-champion du monde en 2013 et multiple fois champion d'Afrique, ne cache pas ses ambitions de médaille à Tokyo, la seule qui manque à son honorable palmarès. Le report des Jeux Olympiques handicapera tous les athlètes, pas moi seulement, ou bien juste les athlètes algériens. Le monde entier est préoccupé par cette pandémie. Mon objectif reste toujours de décrocher une médaille olympique, vu que je me suis déjà imposé au niveau mondial, africain et arabe. Privés des JO cet été qu'ils préparaient depuis plusieurs années, les sportifs vont devoir repartir de l'avant. Pas forcément évident à gérer, y compris sur le plan psychologique. En tant que sportifs, nous n'avons pas le droit d'arrêter la préparation malgré le report des JO. Nous nous efforçons en chaque occasion à faire honneur à l'Algérie. Le boxeur algérien a aussi été désigné comme président adjoint de la commission des athlètes du Comité international des Jeux méditerranéens. Il pourra désormais participer aux visites de la commission de coordination des Jeux méditerranéens 2022 à Oran pour des questions concernant les athlètes. Un autre objectif pour notre champion, c'est aussi d'offrir à l'Algérie une médaille d'or lors de ces mêmes Jeux. J'avais une discussion avec le président du Comité international des Jeux méditerranéens, où il m'a fait une offre pour rejoindre la commission des athlètes en tant que membre. Lors de la dernière réunion du comité exécutif, les membres m'ont plébiscité pour devenir président adjoint. J'espère être à la hauteur de leur confiance et notamment à Oran en 2022. Mohamed Flissi n'oubliera pas de lancer un message au peuple algérien, leur demandant d'agir avec sagesse et de respecter les consignes sanitaires en ces temps de pandémie. Je voudrais remercier les médecins et les infirmiers pour tous leurs sacrifices. Il y en a qui n'ont pas revu leur famille depuis plusieurs semaines. J'implore Dieu pour qu'il nous délivre de ce virus et je demande aux citoyens de respecter les mesures dictées par les pouvoirs publics. Humble et travailleur, il aspire à écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la boxe algérienne, avant de céder sa place aux générations futures. Et on termine ce journal avec le riche patrimoine culturel algérien. Destination le Qsar de Tamantit qui renferme, vous allez le voir, la plus riche réserve de manuscrits en Algérie. Un patrimoine qui a besoin d'être valorisé. Mounana Ouelhamoudi. Situé à 10 km du sud de la wilaya d'Adrar, le Qsar de Tamantit, véritable joyau architectural et l'un des vieux qsors sahariens ayant marqué l'histoire du Sahara et de toute l'Afrique du Nord. Il renferme des manuscrits vieux de plusieurs siècles. Dans la vieille kasbah de Ouled Sidi el-Bekri se trouve le plus riche réservoir de manuscrits au niveau national. Cette bibliothèque renfermait près de 3600 manuscrits. Certains sont imprimés, d'autres ne le sont pas. Il s'agit d'une véritable richesse scientifique. Fondée par le cheikh Mimoun ibn Amr au XIVe siècle, cette bibliothèque renferme de précieux manuscrits du Saint-Coran. D'autres concernent plusieurs domaines de sciences, dont l'astronomie et la jurisprudence. Parmi les plus importants manuscrits que nous détenons, un ouvrage de Sahih al-Bukhari écrit en or et qui appartenait à l'un des rois mérinides. Le deuxième concerne l'ouvrage de l'imam Malik dont le parchemin est fait de peau de chèvre. Le troisième concerne le livre saint qui appartenait au roi ottoman et qui a été reproduit à partir des ouvrages distribués pendant l'ère du calife Othman ibn Affan. عن كتاب طبعا التي وزعت على الأمصار رضي الله عنه وأرضاه وتعد أقدم. Cet ouvrage en jurisprudence est vieux de 4 siècles. Ses pages sont richement décorées et numérotées. Le manuscrit, repère essentiel du patrimoine ancien d'Adrar et de l'éveil religieux, culturel et scientifique qu'a connu la région, un patrimoine d'une valeur inestimable à préserver et à promouvoir. Un legs civilisationnel qui s'associe à l'histoire, au présent et à l'avenir de toute la région.
Et avec ces images du patrimoine algérien, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, un point complet météo avec Non Qaddam. Belle journée.